Monsieur Hamada, bonjour. Bonjour, merci pour Mer- l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Le déficit énergétique en Afrique, plus de 600 millions d'Africains vivent actuellement sans électricité, un déficit très important. Les chefs d'État de notre continent se sont réunis cette semaine en Tanzanie pour justement tracer une feuille de route pour réduire ce déficit, cette précarité énergétique. Alors, mission 300, c'est la feuille de route qui a été tracée ou c'est le pacte qui a la déclaration de Dar es Salaam pour mobiliser les fonds nécessaires pour alimenter 300 millions, donc pour fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains. Sur quoi doit axer cette feuille de route, Monsieur Hamada? Comme vous l'avez si bien dit, donc il y a une précarité énergétique assez importante en Afrique. Il y a pratiquement 600 millions d'habitants qui ne disposent pas de cette source énergétique. Quoique aujourd'hui nous avons un réveil en termes d'économie dans l'Afrique parce que tous les pays qui ont une vision étendue sur le continent africain doivent développer leur économie en investissement en Afrique. Sans source d'énergie propre, il n'y a pas d'investissement de développement économique. De ce point de vue, les pays africains aussi ont compris que pour pouvoir avancer dans cette lancée-là, il faut se baser sur ses propres ressources africaines en premier lieu, et bien sûr avec l'appui de partenaires en termes d'investissement, en termes de technologie, ainsi de suite. Le sommet de Dar es Salaam, qui s'est tenu le 27-28 janvier, a posé un certain nombre de solutions à trouver pour combler justement ce déficit en termes d'énergie, puisqu'il y a à l'horizon de 2030 une alimentation en énergie électrique pour une population de 300 millions d'habitants, d'où l'action 300 000 ou la mission 300. De ce fait, l'Afrique aussi dispose de sources énergétiques appréciables qui ne sont pas exploitées pour différentes raisons. Parce que l'investissement dans ce domaine énergétique, c'est un investissement assez lourd. Et comme les pays qui disposent n'ont pas les ressources financières nécessaires, donc ils vont s'appuyer sur un partenariat interafricain et un partenariat avec, en termes d'investissement avec les banques mondiales, la Banque africaine de développement. Dans ce contexte, la déclaration de Dar es Salaam prévoit donc un partenariat avec les pays qui disposent de cette technologie-là et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour asseoir une politique énergétique et asseoir un développement énergétique pour le continent africain. Sachant pertinemment que les ressources énergétiques sont disloquées un peu partout dans la région africaine, en Afrique subsaharienne, en Afrique australe, en Afrique occidentale, et de ce fait-là, il faut développer un réseau de moyens qui permet de unifier ces sources d'énergie et les développer afin que l'Afrique ou tous les pays africains, du moins ceux dont le besoin est assez pressant, de développer cette technologie-là et la mettre en place. Les investissements, ils ont projeté sur 90 milliards de dollars. Aujourd'hui, hier, ils se sont mis d'accord sur 50 milliards de dollars afin de prendre en charge une partie de l'investissement jusqu'à 2030. Donc, c'est la Banque africaine, comme je l'ai dit, et la Banque mondiale, plus la participation de certaines instances internationales, le secteur privé et les gouvernements africains qui doivent mettre la main dans la main pour trouver cette source financière afin de mettre en place et répondre aux défis qui s'opposent aujourd'hui aux pays africains. Alors vous le dites, vous l'avez dit, Monsieur Hamada, entablé, on espérait mobiliser, ou on espère toujours mobiliser, les chefs d'État et de gouvernement espèrent mobiliser quelques 90 milliards de dollars. Il y a eu des promesses de financement à hauteur de 70 milliards de dollars, mais ce ne sont pour le moment que des promesses. La question du financement, justement, c'est aujourd'hui peut-être le plus gros problème qui freine le développement de l'énergie ou la fourniture de l'énergie en Afrique. Il y a plusieurs facteurs qu'on doit mettre en jeu ou qu'on doit prendre en considération pour justement répondre aux besoins des investisseurs. Donc il faut qu'il y ait une stabilité politique, il faut qu'il y ait
une vision donc, et un profit vis-à-vis des exploitations qui vont être soumises, et bien sûr la rentabilité de ces entreprises-là. Les pays donc, africains qui disposent de ressources n'ont pas les moyens, soit techniques, technologiques et financiers, pour développer à eux seuls ces sources d'énergie. Donc, ils ont besoin d'investir. Donc, il faut assurer une garantie à ces investisseurs-là pour, bien sûr, sauvegarder leurs profits et leurs intérêts tout au long du processus d'exploitation et de production de ces sources énergétiques. L'Afrique aujourd'hui, c'est quand même un continent qui dispose de grandes ressources qui ne sont pas encore exploitées. Et je pense que c'est attrayant, donc, puisque le développement économique, du point de vue de la Chine, des États-Unis, de la Russie et d'autres pays, donc c'est un continent dans lequel il faut investir économiquement parce qu'il regorge de sources minérales assez importantes, des ressources énergétiques. Ces ressources-là, donc les métaux rares, les terres rares, ainsi de suite, sont des produits qui aujourd'hui sont nécessaires pour développer les technologies de pointe, quelles qu'elles soient, en électronique, en informatique, dans le domaine militaire. Donc les pays qui ont des ressources financières assez importantes savent très bien que l'investissement en Afrique, c'est un investissement très rentable. Mais il faut qu'il y ait des garanties sécuritaires, des garanties donc autres politiques pour pouvoir investir sans aucune défaillance. Alors, vous le disiez, M. Hamada, la disponibilité aujourd'hui de la ressource, l'Afrique est un continent très riche qui dispose donc des différentes ressources, que ce soit les hydrocarbures, mais également les métaux, les terres rares et autres donc ressources. Pour l'énergie, pour les ressources énergétiques, on prend l'exemple du gaz, une des ressources les plus importantes donc, en ce moment, notamment avec la transition énergétique. Est-ce que justement la ressource est disponible, vous dites de manière disloquée au niveau du continent? Oui, bien sûr, parce que dernièrement, donc, durant le sommet des pays donc, exportateurs de gaz l'année passée, il y a eu l'apparition de nouveaux acteurs qui disposent de grandes capacités en gaz. Par exemple, je prends la Mauritanie et le Sénégal qui partagent des champs ensemble. Et de cela, donc, ils veulent développer donc, cette ressource assez importante parce que devant le gaz, il y a un avenir assez important parce que à l'horizon de 2050, le gaz occupe une place importante parce que c'est le seul garant qui permet donc de favoriser cette transition énergétique. Sans l'apport du gaz, donc, ça va être difficile pour les autres secteurs de l'énergie de se développer. De ce point de vue. Le gaz aussi nécessite les investissements dans le gaz sont des investissements plus lourds que celui du pétrole parce que vu la spécificité donc des gisements, de l'exploitation, ainsi de suite. Et secondo, pour le gaz, s'il est produit, où est-ce qu'il faut le traiter, où est-ce qu'il faut l'évacuer, et ça qui pose problème. En Mauritanie, au Sénégal, donc ils vont travailler en offshore, donc avec des exploitations en offshore, avec des usines d'éléfaction en offshore, et bien sûr avec des bateaux donc, de GNL pour le transporter. Ou bien le connecter en réseau déjà existant, qui est en Afrique, entre ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec le Niger, le Nigeria et l'Algérie. Donc, finaliser donc, ce projet-là et faire une interconnexion entre l'ouest et l'est et le centre de l'Afrique saharienne. Ceci est valable pour que, peut-être dans un proche avenir, l'Algérie peut devenir un hub gazier pour le continent européen et à l'international. Donc, l'Algérie dispose des capacités, dispose de réseaux, dispose de compétences aussi avérées, donc qui sont importantes. Et c'est le plus important, c'est la ressource humaine pour l'industrie gazière et pétrolière. Sans cette ressource-là, il sera difficile donc de développer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, pour finalement couvrir les besoins du continent, ou du moins atteindre les 300 millions qui sont tracés dans la feuille de route, 300 millions d'Africains qui seront donc éclairés à horizon 2030. Aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est poursuivre un peu ce schéma qui est développé aujourd'hui entre l'Algérie et ses pays partenaires, à savoir le Niger et le Nigeria. Oui, bien sûr, il faut par exemple, si on prend le Niger, donc l'Algérie dispose donc d'un partenariat assez important qui date depuis un certain nombre d'années. Avec le Nigeria, donc il y a un partenariat, donc les bonnes relations. Elle dispose donc de capacités de technicité que l'Algérie dispose aussi. Donc sur ce plan-là, un partenariat en termes de technologie avec le Nigeria, avec le Niger,
ne se pose pas du tout puisque nous avons les bases fondamentales de ce partenariat technologique. Et ça, le plus important, parce que le système de transport de gaz, c'est un système assez particulier, soit sous forme de pipe, soit sous forme de GNL. Et l'Algérie a une grande expérience dans ce domaine-là. Elle peut apporter sa contribution pour résoudre un certain nombre de problèmes qui sont aujourd'hui au niveau du continent africain et qui peuvent être résolus avec un partenariat gagnant-gagnant et très utile pour l'Afrique et répondre à la sécurité énergétique de l'Afrique, qui est un point clé pour le développement économique de l'Afrique. Alors, en plus donc de mobiliser les financements, il faut identifier les infrastructures à mettre en place. C'est l'autre urgence? Oui, bien sûr, parce que c'est ça, dans la déclaration, quels sont les moyens à mettre en œuvre à court terme et à moyen terme pour justement asseoir cette politique-là donc de disponibilité énergétique au niveau de l'Afrique. Donc, il y a des moyens techniques, des études économiques à faire pour voir la rentabilité donc, de ces projets-là et bien sûr mettre en place ces installations pour que l'Afrique puisse disposer d'une source énergétique durable et fiable et à moindre coût. C'est ça le plus important. Alors, la question de la formation, vous dites aujourd'hui, on ne peut pas développer le secteur de l'énergie, tout comme les autres secteurs. D'ailleurs, sans une main-d'œuvre, sans une ressource humaine qualifiée, c'est un des axes principaux sur lesquels doit s'articuler la stratégie. Oui, bien sûr, c'est ce qui a été déclaré par le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables, M. Arkab, lors de ce sommet-là, que l'Algérie dispose donc de ces capacités-là, des capacités en termes de ressources humaines, en termes donc d'expérience durant cette période de 60 ans que l'Algérie donc travaille dans ce domaine-là. Elle a obtenu donc un certain acquis qui a fait ses preuves dans les différents secteurs ou les différents segments de l'industrie pétrolière et gazière. Il faut bien sûr, il n'y aura aucun développement dans ce sens-là sans une ressource humaine qualifiée. Aujourd'hui, le secteur pétrolier et gazier est un secteur très stratégique. Il demande des technologies très pointues sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Et de cette façon-là, le seul moyen de répondre à ce besoin-là, il faut une formation qualifiée. Et l'Algérie dispose donc de ces capacités-là pour développer donc ce type de partenariat pour les pays africains qui veulent former dans ce domaine-là pour avoir une souveraineté en termes économiques et en termes énergétiques. Monsieur Hamada, la question de la formation de la ressource humaine, c'est donc un des axes stratégiques sur lesquels doit travailler le continent pour lutter contre le déficit énergétique, contre la précarité énergétique. Quand on sait que l'Algérie a déjà formé plusieurs cadres dans le domaine, est-ce que ça se poursuit, ce partenariat se poursuit toujours, notamment au niveau de l'INH, donc au niveau de Boumerdes? Est-ce que la coopération dans le domaine de la formation se poursuit et est-ce qu'il y a toujours un contact avec les anciens cadres pour justement asseoir de bonnes stratégies, des stratégies efficaces au niveau local ou au niveau de chaque pays? Oui, bien sûr, parce que la politique de formation de l'Algérie post-indépendante a été axée justement sur cette ressource humaine dans le secteur des hydrocarbures parce que c'était la seule source principale pour l'Algérie. Donc de ce fait, elle a consenti des investissements colossaux dans l'État algérien durant toute 3 décennies, pratiquement 4 décennies, ont formé donc des cadres dans toute l'activité pétrolière, de la géophysique jusqu'à l'icône pétrolière, passant par le transport, le forage, la production, la mécanique, donc tous les segments donc, de cette activité pétrolière et gazière. C'est vrai, aujourd'hui, le secteur des hydrocarbures nécessite donc beaucoup de technicité, beaucoup de moyens, beaucoup d'approches qui emploient, y compris aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le traitement des big data, donc la détection par des drones spatiales, ainsi de suite. Ce sont des techniques qui sont aujourd'hui utilisées pour développer donc cette industrie pétrolière.
Dans le cadre de la formation aussi, les institutions de formation en Algérie s'adaptent à ces exigences-là pour que le diplômé prendra en charge cette activité-là sans aucun souci. Nous avons formé entre l'INH et l'IAP, donc nous avons formé pratiquement 40 000 cadres à ce jour. Diplômés, bien sûr, entre ingénieurs et techniciens et master et DEA. La faculté des hydrocarbures c'est-à-dire a formé pour les pays africains, les pays amis arabes du Moyen-Orient et autres, pas moins de 800 cadres qui aujourd'hui occupent des postes importants dans leur pays et dans des compagnies pétrolières et gazières. Ce sont des cadres qui ont pris en charge, comme le cas du Sénégal, du Niger et d'autres pays, donc qui sont sur place et ils travaillent donc avec des compétences importantes. Le Congo, donc pas mal de pays. Aujourd'hui à l'Université de Boumerdès, nous avons pratiquement 450 étudiants donc internationaux, dont pratiquement 80% des pays africains. Les dernières années, il y a un engouement assez important pour les spécialités donc hydrocarbures. Et nous recevons chaque année donc différents pays africains des étudiants qui veulent se former suite à la demande de leur pays pour justement prendre en charge dans le futur donc ce secteur stratégique et important. Les relations entre les anciens diplômés sont toujours des relations amicales et qu'on essaie de déployer afin de fructifier pour asseoir un partenariat très important, très fructueux avec les pays où se trouvent ces cadres-là. Et ce sont des relations qui ont existé et qui existent toujours et qu'on essaiera de développer par les différents canaux afin donc de développer cette relation-là qui peut apporter une assez grande contribution à la réalisation de cet objectif-là en termes de sécurité énergétique pour l'Afrique. C'est très important, donc c'est un facteur important sur lequel nous travaillons avec nos partenaires pour développer cette action-là. Beaucoup de délégations viennent à l'Université de Boumerdès justement dans le cadre de développer des relations de formation et de partenariat, d'échange et de formation, de programmes de formation, d'échange de cadres, ainsi de suite. Donc, se poursuit au jour d'aujourd'hui. Et il y a toujours des canaux de coopération existants, donc après la formation, c'est-à-dire après l'obtention du diplôme? Oui, le ministère de l'Enseignement supérieur, justement, a créé donc ce genre de structure pour maintenir la relation avec les anciens diplômés et voir comment ces diplômés-là assurent la tâche qui leur est confiée dans leur propre pays et voir le retour, donc l'écho, que doit-on faire pour développer davantage cette relation-là. Donc il y a un réseau qui est en train de se faire, type diaspora, type lobbying, afin donc de développer cette activité-là qui est une activité assez importante et c'est l'action qui est faite par plusieurs pays, donc c'est une activité assez importante. Très bien. Alors au-delà de former la ressource, de mobiliser les financements, d'identifier les infrastructures, il faut intégrer donc aujourd'hui, selon les recommandations ou la déclaration qui a été adoptée à Dar es Salaam, intégrer le développement du renouvelable. C'est donc un des axes retenus dans la déclaration de Dar es Salaam. Là, est-ce que justement les ressources sont plus importantes et peut-être que ça facilite justement le fait de rendre disponible l'énergie à ces pays qui ne disposent pas de ressources fossiles? Il faut une approche spécifique pour chaque pays en fonction de ces moyens dont il dispose, bien sûr. En termes d'énergie renouvelable, donc c'est la tendance mondiale aujourd'hui de développer cette énergie renouvelable. Le monde entier travaille d'arrache-pied pour développer cette activité-là. Mais en même temps, c'est tout le monde qui est en état d'apprentissage. Donc, quel qu'il soit, donc ils sont en train d'évaluer, d'optimiser quels sont les moyens pour rendre cette énergie-là la moins chère possible. Et c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. L'Algérie, dans ce contexte-là, et les pays africains donc, développent ces ressources-là en termes soit l'énergie solaire, photovoltaïque, ou l'énergie solaire thermique, l'énergie éolienne,
et beaucoup d'autres sources d'énergie, biologiques et autres, y compris l'hydrogène vert. Donc c'est une tendance mondiale aujourd'hui et que ces pays-là doivent participer à cet effort international. Le coût de l'énergie varie des conditions, varie donc des dispositions de chaque pays, varie des moyens et varie en fonction des technologies aussi. Donc lorsqu'on évalue un projet pour le kilowattheure produit à partir de telle ou telle technologie, donc il y a un calcul économique à faire. Peut-être d'ici 20 ans, 30 ans, 35 ans, le coût de cette énergie va être réduit par rapport aux ressources fossiles. Puisque si le prix donc, du pétrole et du gaz varie, fluctue, les répercussions seront sur les énergies renouvelables, bien sûr. Donc il y a une étude de fiabilité, une étude d'optimisation à voir pour voir quelle est, pour chaque pays, la source d'énergie la plus fiable et la plus profitable possible. Alors, une dernière question, peut-être, Monsieur Hamada. Quand on voit donc aujourd'hui la feuille de route, comment elle se décline, les différents objectifs qui sont tracés, ils sont très ambitieux. Les multinationales du secteur des hydrocarbures étaient présentes au sommet et ont appelé à travailler, disons, en partenariat avec les gouvernements ou à financer peut-être une partie des investissements nécessaires aujourd'hui. Comment faire au niveau des pays africains, justement, pour obtenir ces financements, pour réaliser ces investissements, tout en protégeant les intérêts du pays? Bien sûr, il faut des garanties qui doivent être stipulées dans le contrat avec le pays partenaire. Donc, des contrats qui peuvent préserver les droits des investisseurs et l'intérêt du pays donc, où l'investissement se fait. Ça, c'est très important. Donc, il faut, lorsqu'on signe un contrat, avec des conditions très rigoureuses, et il faut rien laisser donc, de côté. Pourquoi? Parce que chaque acte ou chaque action a son pesant d'or dans le contrat. Donc, pour éviter toute défaillance, parce que les investisseurs étrangers, vu la tradition, donc il n'y a pas de stabilité donc en Afrique, stabilité politique et autres, les investisseurs ont peur de changement de position des gouvernants. Maintenant, relativement, donc, il y a plus donc, de stabilité dans ces pays-là. Donc, les garanties sont données par des instances internationales et de ce fait, donc, les investisseurs savent pertinemment que l'investissement en Afrique, c'est un investissement très rentable et qui peut rapporter beaucoup pour leur développement. Donc, sur cet angle-là, les contrats de partenariat doivent être rédigés de façon très rigoureuse pour préserver les intérêts des uns et des autres. Et c'est ça qui est le plus important dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, les investisseurs subissent aussi des pressions de leurs gouvernants, et de l'autre côté, donc, les gouvernants donc, ou les pays africains ont des soucis vis-à-vis de ce qui traditionnellement a été adopté avec eux, avec l'énergie nucléaire, avec l'uranium, avec d'autres sources. Et c'est pour cela, aujourd'hui, ils sont bien aguerris pour prendre les décisions qu'il faut dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Et ça, ce qui est donc aujourd'hui en Afrique et qui est développé et qui est garanti par ces pays-là, par ces gouvernements, à travers les instances adversaires. Donc toutes les décisions qui ont été prises ou la démarche qui a été prise par le sommet donc, de Dar es Salaam, il va être prouvé à l'Union africaine au mois de février prochain. Donc ça va être établi donc politiquement et il va être soutenu donc sur le plan diplomatique et politique, cette action-là pour la mission 300. Donc c'est quelque chose de très important aussi. Donc la dernière urgence, c'est donc de protéger les intérêts des pays, de tirer les leçons du passé. Bien sûr, c'est ça le plus important, de part et d'autre. Donc de part et d'autre, soit l'investisseur, soit le pays où l'investissement a eu lieu. Donc chacun doit se protéger pour avoir donc un partenaire gagnant-gagnant à long terme, sans aucun problème. Et c'est ça donc cette stabilité-là permet la stabilité énergétique et la stabilité politique et la stabilité économique. Sans énergie, il n'y a aucun développement. Très bien, merci Monsieur Hamada. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Boudjma Hamada est doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie à l'université de Boumerdès. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bon week-end et à bientôt.